Soyez les bienvenus sur Média TV Afrique dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse. Depuis quelques années, les cours d'art oratoire et de média coaching explosent. S'exprimer pour argumenter ou convaincre grâce à l'éloquence n'est pas systématiquement inné. Comment bien s'exprimer en public? Nous en parlerons en première partie d'émission. Tout parent rêve de sourire complice, des petits moments de secret, de plaisir partagé avec son enfant. L'adolescence est un moment de transition parfois difficile à gérer pour les jeunes et pour les parents. Comment créer la complicité avec nos parents? Nous en parlerons, mes invités et moi, en deuxième et dernière partie d'émission. Invité du jour, le plaisir de recevoir sur le plateau de Génération News Huy Lanove. Vous êtes étudiant en droit public. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Régis, merci de m'avoir invité. Et nous avons en face de vous Santa. Santa, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur le plateau de Génération News. Bonjour Régis, merci, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là de nouveau. Et nous avons un nouveau habitué du plateau de Génération News. Il s'agit évidemment de notre ami Nathan. Nathan, merci également d'être là des nôtres. Vous êtes étudiant en management des affaires. Merci Régis, merci de m'avoir invité encore. Alors, je le disais, on parle de l'art oratoire, cette capacité, cette facilité, on va le dire ainsi, de prendre la parole en public. Mais Nathan, c'est un peu plus complexe que ça, en fait. Oui, effectivement, ça va au-delà de parler simplement ou de se mouvoir devant des gens. Je pense que l'art oratoire, c'est toute une pratique qui va dans notre quotidien même. Les gens pensent qu'il suffit de parler, de prononcer des mots, mais quand on parle d'art oratoire, c'est vraiment un art. Et chaque art a ses procédés, ses méthodes, ses techniques. Et voilà pourquoi il faut se faire former, il faut aller vers des personnes qui l'ont fait avant nous pour acquérir des connaissances et des compétences. On parle d'art oratoire, mais en fait, elle existe depuis l'Antiquité. Santa, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Effectivement, on parle d'art oratoire depuis au moins bien longtemps, des siècles déjà. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une différence entre ce qui se passait bien avant nous et maintenant? Ce serait la vulgarisation, si je peux me permettre de le dire ainsi. Aujourd'hui, l'art oratoire ou la prise de parole en public, d'autres disent le public speaking, est rendu beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, nous pouvons le voir, il y a des concours d'éloquence par-ci, il y a des exercices, il y a des possibilités de se faire former beaucoup plus facilement. Nous avons mis cela à disposition. Les étudiants, surtout, ont accès à ce milieu-là beaucoup plus vite. Je pense que c'est cela. C'est aussi pour permettre à chacun de ces étudiants-là d'avoir un accès beaucoup plus rapide au monde professionnel. Car nous le savons, une fois acquis au monde professionnel, il y a d'autres réalités, il y a beaucoup de prises de parole, il y a beaucoup de parce qu'en fait, la vérité, c'est que la communication, c'est au centre aujourd'hui de la société. C'est-à-dire que même si on fait une formation en marketing, on est appelé à vendre un produit et ça demande aussi cette capacité à prendre la parole en public. Tout à fait. Cette capacité-là est pleinement requise. Si l'on veut pouvoir être efficace et efficient dans ce que l'on fait, se distinguer, on a vraiment besoin de cela. C'est important. On parle d'efficacité, se distinguer, mais avant évidemment de revenir sur les techniques, comment on devient un excellent éloquent, communicant, l'éloquence, est-ce que ça s'apprend? Mais on va parler évidemment de cette capacité-là. Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on est avec cette capacité à prendre la parole en public? D'accord, merci pour la question. Ce qu'il faudrait d'abord noter, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui méconnaissent un peu la définition de la prise de parole en public. Et la prise de parole en public, il faudrait noter que c'est un ensemble de techniques assemblées qui permettent effectivement de s'exprimer, de s'adresser à un public, de parler à un public, d'adresser un message de manière articulée, permettant donc d'être très pertinent sur un sujet. Et cela se fait sur la base du corps, de la voix et de tout un ensemble. Et aujourd'hui, cette question est beaucoup plus importante parce que la prise de parole en public n'est pas quelque chose d'inné. Parce qu'on l'a défini tout à l'heure. Nous avons tous la capacité de s'exprimer. Nous avons tous la possibilité de parler devant un auditoire. Et évidemment, donc la prise de parole en public, comme vous l'avez dit, on a cette capacité-là, Nathan, mais il faut booster en fait cette capacité à pouvoir prendre la parole en public. On est quelque part tous avec ce côté d'être
un magnifique orateur quelque part. Déjà, il faut noter que si on a la capacité de parler, c'est qu'on peut faire de la prise de parole en public. C'est le point de départ. Il faut être capable de parler. Si on peut se mouvoir, il y a des infirmes qui sont de grands orateurs. Donc, si on peut se mouvoir, on peut faire ce qu'on appelle la prise de parole en public. Maintenant, c'est comment on se dispose. Je pense que c'est la manière dont on se prépare soi-même avant même d'aller vers les techniques. Comment je me vois? Est-ce que je me vois comme une personne timide? Est-ce que je me vois comme une personne qui a peur des autres, qui a peur d'affronter les regards? Donc ça commence par l'acceptation de soi d'abord. Une certaine prise de confiance en soi. Je pense qu'il y a aussi la connaissance de soi avant et ensuite la confiance en soi. Et voilà pourquoi la prise de parole est directement reliée au développement personnel. Directement, vraiment intrinsèquement liée. Santa, vous avez participé à des concours d'art oratoire, vous avez organisé des concours. Sur le plan du choix, le casting, comment ça se passe? Quels sont les critères qui vous poussent à choisir tel candidat au détriment d'un autre? Déjà, je voudrais rejoindre les propos de Nathan qui a su le dire tout à l'heure. La prise de parole en public implique la connaissance de soi, implique l'estime de soi, donc quelque part est intrinsèquement relié au développement personnel. Donc l'un des critères que nous prenons quand nous devons choisir nos candidats, c'est de pouvoir distinguer, de pouvoir déceler là cette capacité ou ce vouloir là pour eux à se dépasser. Parce que c'est une réalité. Il ne suffit pas juste de se tenir et dire je sais parler. Il y a beaucoup d'exercices qui impliquent de revenir à soi, qui impliquent de prendre des décisions, d'aller au-delà de ce que l'on est, de ce que l'on pense être capable de faire. Et quels sont ces exercices, par exemple? Je veux dire, si moi aujourd'hui je dois participer à un concours d'éloquence, d'art oratoire, quels sont les exercices, les techniques que je dois mettre en place? Il y a différents exercices, il faut se le dire. William va su le dire, ça implique quelquefois des exercices sur la voix, sur la gestuelle, sur le travailler de texte, le travailler de sujet, parce qu'il faut le dire, ce ne sont pas des exposés mémorisés qu'on demande aux candidats de présenter, non, on leur apprend à être des personnes qui improvisent, mais en ayant préparé en fait ce qu'ils font. Donc au niveau de quelques exercices reliés au développement personnel, par exemple, je pourrais dire qu'il arrive que quelquefois nous sommes confrontés à quelques candidats et pour les mettre dans la position où ils doivent se dire que je peux parler, je peux me tenir, ce que je dis a de la valeur, ce que je dis a de l'importance pour la personne à qui est-ce qu'elle est adressée, nous leur donnons quelques exercices où ils doivent commencer à se répéter ces mêmes phrases-là, où ils se disent ce que je dis a de l'importance. Je suis en mesure de parler à un public, je suis en mesure de me faire écouter. Déjà, leur mettre dans cette position-là de confiance et ensuite donner d'autres exercices qui viennent être quelquefois accessoires, revenir sur l'intonation de la voix, l'articulation, la prononciation. Effectivement. On parle de... Oui, vous voulez rebondir sur un point? Oui, pour ajouter, et ce qu'elle a dit est extrêmement important, mais moi ce que je voudrais dire c'est que dans la prise de parole en public, je parle précisément du discours, il faudrait soigner deux choses. Il y a ce qu'on appelle exorde et ce qu'on appelle la péroraison. Et ce que je peux appeler par exorde, c'est le début. C'est très important de connaître ce qu'on va dire au début. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on va dire. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez à parler, les premiers mots que vous utilisez déterminent la personne que vous êtes. Détermine si vous êtes timide, détermine si vous êtes une personne renfermée, détermine si vous n'avez pas confiance en vous. Oui, parce on voit le stress aussi, des fois ça se lit très facilement dans la voix, quand on voit une étudiante ou quelqu'un qui prend la parole en public, le stress se fait ressentir dans la voix. Est-ce que vous travaillez sur le stress aussi, Nathan? Il faudrait quelque part être dans on va dire, une sorte de béatitude, une bonne humeur pour facilement prendre la parole en public. Il faut déjà noter qu'il y a deux types de stress. Il y a ce qu'on appelle le E-stress, qui consiste à... C'est un stress positif qui va nous pousser à aller affronter ce que nous avons affronté. D'accord? Et là, nous sommes dans le cadre de la prise de parole en public. Il faut se dire, ce que j'ai à dire est important. Il faut se dire, si je suis debout et que le public est en face, c'est que je suis la personne la plus importante. En fait, c'est de se poser des questions de fond. Exactement. C'est vraiment se poser des questions de fond et se dire... lorsque je suis debout devant ce public-là, ils ont le devoir de m'écouter. Et moi, mon devoir est de leur donner un bon rendu, de donner du fond et de la forme. Parce qu'ils sont là pour me regarder, mais aussi pour m'écouter.
Et voilà pourquoi on parle de communication paraverbale. Les gestes parlent plus fort que les mots. Voilà pourquoi on ne parle pas devant les gens les mains croisées, on ne parle pas devant les gens les mains au dos, les mains dans les poches, parce que ça renvoie de mauvais messages. Si j'ai les mains en poche, la gestuelle aussi, c'est... La gestuelle est très importante. Je fais un discours, j'ai les mains en poche, on peut penser simplement que je suis un menteur. Si j'ai un discours, j'ai les mains croisées, on peut penser que ce que je dis n'est pas important. Si je fais un discours, j'ai les mains dans le dos, j'ai quelque chose à cacher. C'est-à-dire qu'on va au-delà, on interprète tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Est-ce que ce que nous disons va avec les gestes que nous avons ? Et c'est vraiment assez éclectique, hein, cette formation, cette capacité, parce que évidemment il y a beaucoup de points importants qui se rejoignent. On va parler évidemment de cette prise de parole en public. Alors il y a un point, hein, en faisant évidemment des recherches, en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui sont stressées lorsqu'ils doivent parler devant des gens qu'ils connaissent. Ils le sont moins quand ils sont en public. Comment expliquer ce paradoxe, si paradoxe évidemment il existe? Qu'est-ce qu'on peut dire? Une personne qui est stressée avec son groupe de pairs et qui est plus à l'aise avec un public inconnu, c'est peut-être lié au fait que son groupe de pairs connaisse ses limites. Il se dit, mon groupe de pairs connaît mes limites, connaît mes défaillances, ou mon groupe de pairs va simplement se moquer de moi. Et le public en face, qui ne me connaît pas, c'est juste qu'il y a quelqu'un, il y a William devant moi et je dois échanger avec lui, je dois dire quelque chose. Ils sont venus pour écouter ce que j'ai à dire. Mais mon groupe de pairs n'écoute pas ce que j'ai à dire. Ils savent ce que je fais, ils savent comment je suis. Et donc, ils prennent tout ça en compte, ils le mêlent au message. Et donc, obligatoirement, ça déclenche aussi un stress. Santa, comment captiver l'attention du public? Est-ce que le discours, la qualité, le fond du discours, c'est la base? Comment captiver réellement le public? C'est une excellente question. Mais est-ce que juste le fond et la base? Je ne pense pas. Je pense que les deux vont de pair. William a su le dire tout à l'heure, le discours est très important. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons énormément avec les différents candidats sur la forme pour eux, sur tous ces exercices-là sur la confiance. Parce que comme il a dit, dès la première phrase, cela se ressent. C'est là que le discours commence. En réalité, le discours se passe essentiellement au début et quelque part à la fin. Le milieu, il suffit de savoir comment gérer le temps. Alors, est-ce que c'est juste la forme qui compte? Comme je le disais, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que notre communication non verbale parle plus que ce que nous disons. La communication non verbale est peut-être égale à quelque chose de 30% et la communication verbale, excusez-moi, est plutôt égale à quelque chose de 30% et la communication non verbale représente les 70%. C'est-à-dire, il s'agit là de savoir est-ce que ce que je dis est réellement visible à travers les gestes que j'emploie, à travers l'expression faciale que j'ai, à travers comment est-ce que j'implique le public, à comment est-ce que j'implique ceux qui me regardent et ceux qui m'écoutent à ce que je dis. C'est tout cela en fait qui joue, c'est tout un ensemble en fait qui à ce moment-là entre en jeu. Elle a parlé du public, Wilanov. Le public, évidemment, ça reste, on va dire, le client. Nous, on est le public, c'est le client. On vient évidemment séduire ce public-là. Est-ce que pour être moins stressé, il est toujours un petit peu important d'avoir, on va dire, un complice dans le public, complice une manière de parler, mais d'aller chercher le regard de quelqu'un pour facilement se mettre à l'aise? Bon, pour répondre à cette question, c'est une question très difficile. Pourquoi je dis très difficile? Parce que lorsqu'on est en face d'un public, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est de parler à ce public. Et ça paraît, pour certains, très facile d'avoir quelqu'un qu'on connaît. Pourquoi? Parce que après, lorsqu'on sait qu'il y a Nathan qui est dans le public, Nathan c'est mon frère, lorsqu'il me lance un petit sourire, ça me met en confiance. Et lorsque ça me met en confiance, ça me donne ce soulagement qui me permettra donc de déclamer mon discours. Et donc quelque part, c'est important d'aller chercher ce regard-là pour faciliter cette aisance. Oui, c'est important, mais il ne faut pas travailler sur ça. On ne travaille pas sur qui on peut retrouver dans le public. C'est très dangereux d'ailleurs, parce que après, lorsque vous allez soutenir, par exemple un mémoire ou une thèse, je ne sais pas, mais après, toutes les personnes qui sont invitées, vous ne les connaissez pas. Et lorsqu'on déclame un discours ou lorsqu'on s'adresse à un public, mais je suis désolé, si vous vous apprêtez à ce que Santa soit dans la foule ou Nathan soit dans la foule, mais vous serez déstabilisé de vous rendre compte que c'est votre ennemi qui sera dans la foule à ce moment-là. Donc après, vous allez rentrer, vous allez dire, oh ben je cherche Nathan, il n'est pas là, oh mais lui là je l'aime pas, mais je suis bloqué.
Et là, ce que vous allez dire, ce sera une catastrophe totale. Et vous voyez que là, la préparation qu'il faudra faire, c'est de parler à un public. Ne parlez pas à quelqu'un. C'est vrai, c'est facile de voir quelqu'un qu'on connaît qui va nous simplifier les choses, parce qu'après, on va se dire, bah, lui, c'est mon ami, j'ai confiance et je sais que lui me met en confiance. Donc, quand on s'exprime, il faut vraiment chercher à convaincre le public, pas chercher la personne qu'on connaît. Oui, Santa, allez-y. Oui, ajouter à cela, je voudrais dire, Willy Hanov a mis le doigt sur quelque chose de très important pour moi, c'est le public, le fait que le public ait besoin d'entendre quelque chose, le public s'attend à quelque chose de précis et que l'on ne peut pas se préparer à un regard précis. Du coup, qu'en sera-t-il en fait, comme il l'a dit, si la personne ne vient pas? Et du coup, l'une des choses qui pour moi est aussi importante dans la préparation, dans cette préparation-là, c'est plutôt de savoir à quel public est-ce que j'aurai affaire. C'est plutôt cela la différence. On parlait tout à l'heure des questions de fond, hein, c'est le genre de questions qu'on se pose en général. Voilà, c'est effectivement le genre de questions que l'on devrait se poser, parce que c'est plutôt si l'on s'est préparé au public auquel on s'attend, ou une fois que l'on a identifié quel est le public qu'on aura en face de nous, on sait en fait quand même de manière générale comment est-ce qu'on aura adapté nos propos, on aura saisi l'esprit de notre présentation, de notre intervention, tout en l'ajustant au fur et à mesure. C'est ça également quand on parle d'orateurs quelque part, hein, évidemment en faisant des recherches, je suis tombé sur des prêtres, hein, des pasteurs qui eux aussi sont des grands orateurs. Beaucoup ont commencé par la lecture biblique et autres œuvres liées évidemment à la religion. Il y a beaucoup de prêches aussi quand on est orateur quelque part, Nathan, quand on voit aujourd'hui Barack Obama avec son discours de Yes We Can ou encore de Martin Luther King avec I Have a Dream. C'est quelque part, c'est prêcher et c'est ça aussi l'orateur quelque part. Effectivement, c'est une prêche. Mais il y a la différence au niveau du public. Santa le disait, le public est un facteur important parce que c'est vers lui que nous allons et nous allons avec un but, un objectif, c'est d'attirer son adhésion. Là, c'est l'objectif final, c'est-à-dire nous voulons convaincre ou persuader. Quand on parle de convaincre, c'est évidemment apporter des arguments précis et pertinents, mais quand on parle de persuader, c'est toucher l'âme du public, aller dans les émotions, aller dans la personnalité du public. Et ce que Santa disait est fondamental. Il faut que je sache à qui je vais parler. Si je m'adresse à des femmes, pour leur faire comprendre que l'émancipation de la femme peut détruire la société, j'ai des problèmes. Parce que c'est un discours que je me dois de faire complètement avec de l'argumentaire. Pas d'émotion parce qu'elles sont déjà contre ce fait. Si vous pensez que l'émancipation de la femme est un facteur qui détruit la société d'une certaine manière, il faut aller de manière pratique et pragmatique pour montrer aux femmes que effectivement, lorsque vous regardez l'état de la jeunesse aujourd'hui, c'est à cause de la démission de la femme, d'une certaine manière. Et donc, vous allez vous préparer à affronter ces femmes-là, leur regard, malgré le fait que vous savez qu'elles ne sont pas d'accord avec vous. Donc, pour le public, c'est important. Je ne peux pas aller parler à des malades en phase terminale comme si je parlais à des chrétiens dans une église. Donc, le public détermine le contexte. Il y a aussi la période. Il y a aussi l'époque. Il y a aussi le contraste générationnel. Il y a aussi à la finalité le comment. Nous avons Willy Hanov que j'ai pu voir s'exprimer. C'est un très bon orateur dans sa prosodie, dans ses formes. Pourquoi? Parce que la forme qu'on donne au discours permet aux gens d'être captivés sur nous. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui font la différence vraiment entre un bon et un mauvais orateur. On a parlé, évidemment, Nathan, dans son argumentaire, a parlé de l'émotion, de ne pas faire dans l'émotion. Mais est-ce que aussi, si on fait dans l'humour, est-ce que quelque part, ça peut détendre un petit peu, non seulement le public, mais également l'orateur, Santa? Est-ce que si l'on fait dans l'humour, c'est-à-dire apporter une petite touche d'humour dans son discours. Ça peut être assez bénéfique, assez ouvert, parce que quelqu'un qui sait maîtriser en fait comment est-ce qu'il saura s'introduire sur la scène et mettre la dose suffisante d'humour afin que le public ne se sente pas... parce qu'il ne faut pas aussi en abuser. Voilà, c'est là en fait toute la délicatesse de la chose, du désir en fait d'employer l'humour pour faire son entrée en matière, pour appliquer la méthode du tantaliseur. C'est là, il faut avoir la dose suffisante. Un peu de trop serait
exagéré, moins laissera le public plutôt... Voilà, on attend, toute la personne, le candidat en place sera dévalorisé quelque part du regard. Donc, il faut savoir comment est-ce qu'il faudra impliquer ça. C'est pas quelque chose que l'on conseille toujours, surtout quand on sait que, voilà, on n'est pas très fort sur l'humour. Il faudra éviter. Ouais, parce que si on arrive à balancer une blague et derrière il n'y a pas de retour de rire. D'une blague déplacée pour que tout le discours, pour que ne serait-ce que le public perde l'attention qu'il y a sur vous, que le candidat en soi aussi soit déstabilisé par rapport à ce qu'il voudrait dire. Donc de là, tout le travail serait envoyé en l'air en fait. Alors Nathan, oui, allez-y. Pour ajouter quelque chose, il faudra aussi signaler que en chaque individu, il y a 3 saisons. Nous avons, enfin chez chaque individu, nous avons la personne, nous avons le personnage et la personnalité. Et ce qui nous intéresse dans ce contexte-là, c'est surtout le personnage. La personne, c'est ce que nous sommes, en dépit de tout ce qui existe autour de nous. Le personnage, c'est ce que nous adaptons, c'est-à-dire la personne que nous adaptons à chaque situation. En parlant de l'humour, c'est très important en matière d'art oratoire. Très important, pourquoi? Parce que un petit sourire donne la joie. Et lorsque vous avez en face de vous un public qui est tout à fait énervé, vous n'allez pas vous en sortir. Et tellement vous n'allez pas vous en sortir que vous allez vous dire, bah tiens, qu'est-ce que je raconte qui ne plaît pas aux gens? Et pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que j'ai eu cette expérience, j'ai assisté à des concours, enfin j'ai pas participé, j'ai assisté, donc j'ai vu des orateurs, lorsqu'ils parlaient, après, bon, les gens étaient crispés. Lorsque vous parlez, vous dites que tellement ils sont crispés que le message ne passe pas. Non, ce n'est pas ça. On vous écoute de façon formelle. C'est-à-dire, pour nous, il y a un orateur qui est là, il parle simplement, et à nous de juger. Mais ça, c'est important, mais ça peut créer un déclic. Pourquoi? Parce que vous, l'orateur, vous n'aurez pas cette confiance en vous. Confiance pourquoi? Parce que dans la communication entre le public et l'orateur, lorsque vous parlez, les signes du public doivent vous interpeller. Lorsque vous parlez, je prends un exemple, lorsque vous parlez que le public est en train de faire ça, ça signifie que ce que vous dites, quand même, on adhère. Voilà, c'est assez intéressant. C'est acceptable, ça va. Et ça vous motive à continuer. Mais si on est toujours comme ça, crispé, ça ne signifie pas que ce que vous dites n'est pas important, mais juste que votre humeur, votre état d'esprit nous laisse comme ça. En parlant d'état d'esprit, Nathan, alors la prise de parole la première fois en public est toujours difficile parce qu'on l'a souligné, il y a le stress, il y a beaucoup d'autres choses qui en tout cas qui viennent amplifier ce stress-là. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour un jeune qui veut débuter dans ce domaine-là, cette prise de parole en public? Est-ce qu'il doit beaucoup échanger en groupe, par exemple? La question me fait rire parce que aussi loin que je me rappelle, ma première prise de parole en public, j'avais 5 ans. Et je ris parce qu'on m'a forcé à porter une robe blanche. Ah, d'accord. pour jouer le rôle d'un ange, et il fallait que je fasse un récital de versets. Et j'ai cette image-là dans la tête. J'étais en colère du fait de porter la robe blanche et de me mettre devant ce monde que je ne voulais pas voir. Donc c'est pour dire que l'expérience peut être désagréable la première fois. Elle peut être désagréable. Vous pouvez avoir honte. On peut se moquer de vous. On va se moquer de vous. C'est logique. On va se moquer de vous parce que les hommes sont comme ça. Mais vous allez forcément apprendre. Vous ne pouvez pas sortir d'un échange avec des gens, en face des gens, du regard des gens, et ne pas apprendre quelque chose. Mais le point de départ, c'est dans notre quotidien. Moi, je pense que c'est là le socle. C'est vraiment dans notre quotidien. Voilà pourquoi nous devons, pour nous qui serons parents tôt ou tard, cultiver cette prise de parole déjà dans les échanges avec les enfants, à la maison. Parce que lorsqu'une personne est à l'aise dans son milieu naturel, avec ses groupes de pairs, avec sa famille, au final, dehors, ça se ressent. Parce qu'après, on est à l'aise avec les autres. Et lorsqu'on est à l'aise dans sa classe, on est à l'aise dans son amphithéâtre, on sera à l'aise tôt ou tard dehors. Et ça va de fil en aiguille. On se retrouve un jour, on est boss quelque part, et on parle aisément à nos employés. Justement, Santa, Nathan a souligné encore un point très intéressant en parlant des railleries. Évidemment, on va se moquer de nous. Ça, c'est, comme il a dit, c'est un passage obligatoire. Mais ces moqueries-là aussi aujourd'hui constituent en fait un blocage parce qu'il y a beaucoup de jeunes encore aujourd'hui qui ont peur de prendre la parole.
Pour répondre à cela, j'aimerais revenir sur ce que, voilà, Régis, vous avez pu dire tout à l'heure. En comparant en fait ceux qui avaient cette facilité-là à s'exprimer en face d'un public qui ne les connaissait pas et ceux qui n'arrivaient pas à le faire en face d'un public qu'ils connaissaient, au milieu des leurs. C'est quelquefois en fait en rapport avec ce type d'expérience-là. La personne en soi garde quelquefois ce souvenir, il garde ce jugement-là que... C'est psychique en fait. Hein. Voilà, c'est psychique. Donc le devoir, l'exercice à ce moment-là, le défi, c'est d'amener la personne ayant vécu cela à aller au-delà de cette expérience-là. Et nous, du coup, ça nous ramène à ce que nous disions au début, la prise de parole en public implique beaucoup plus que juste se tenir et parler. Ça nous ramène à tous ces exercices-là, ça nous ramène, comme Nathan a su le dire, à la question de développement personnel. Ça implique, comme je pouvais le dire de manière sommaire, un dépassement de soi et quelquefois, comme William Haenel va su le dire, de rentrer en fait, de prendre cette partie-là de personnage qu'il y a en nous et de se positionner. Quelquefois, ça peut être un très bon motif de départ pour se positionner au milieu de la prise de parole en public. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite parler de la complicité ado-parents. Santa, comment créer ou maintenir cette relation-là avec nos parents, cette complicité-là? D'entrée de jeu, j'aimerais souligner une chose. Je pense que la période d'adolescence et donc la relation qu'il y a à avoir entre adolescents et parents est pour moi un engagement en fait de conversation, un début de conversation qu'il doit avoir entre les deux parties. Autant entre l'adolescent, c'est-à-dire le pas que l'adolescent doit faire vers le parent, mais aussi le pas que le parent doit faire vers l'adolescent. Parce qu'il faut le dire... Ça marche dans les deux sens. Hein. Ça marche dans les deux sens, effectivement. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je pense que l'adolescent, à ce moment-là, se voit comme un adulte dans un corps d'enfant, quelque part, alors que le parent, lui, ce qu'il voit, c'est un adulte dans un corps d'enfant. Donc la vision déjà d'entrée de jeu est quelque part différente. Ça implique donc qu'il y ait cette conversation-là, ce dialogue en fait qui veuille se créer autant dans le vouloir des choses, autant dans les attentes, autant dans le vécu et dans les faits. Si, voilà, en première partie, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Nathan, elle a parlé du caractère adulte. Est-ce que justement pour faciliter cette complicité avec nos parents, il va peut-être falloir à un moment donné ou de manière définitive considérer nos parents comme des simples adultes et non comme nos parents pour faciliter évidemment la conversation, la complicité? Le jeu est tentant, mais il n'en vaut pas la chandelle. Pourquoi? Nos parents restent nos parents. Jusqu'à ce que nous mourions, nos parents restent nos parents. Mais ce qui arrive à l'adolescence, il faut d'abord comprendre ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est que l'on constate chez nous-mêmes des changements, tant physiologiques que psychologiques et mentaux. On se rend compte qu'on a de nouveaux sentiments, de nouvelles expériences. On veut tenter de nouvelles choses. Et ce qu'on oublie généralement, c'est que nos parents ont connu ça avant nous. Donc l'idéal est de repartir vers ceux qui ont eu l'expérience avant. Mais ce que nous faisons ou ce que l'adolescence nous exige ou nous pousse à faire, généralement, c'est d'aller plus loin, d'aller vers même ceux qui n'ont aucune expérience et qui, comme nous, essaient d'expérimenter cette nouvelle expérience. Alors, on parle de la création. Oui, Santa, vous voulez rebondir sur un point? Oui, j'aimerais bien. Par rapport à ce que Nathan a pu dire en fait tout à l'heure, c'est que oui, les parents sont passés en fait par cette période d'adolescence-là, mais autant l'adolescence oublie en fait que le parent est passé par là, autant il arrive en fait que l'adulte oublie qu'il est passé par cette période-là. Donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle tout à l'heure je disais, il doit y avoir ce dialogue-là, ce pas aller dans les deux sens. Parce que c'est un rappel en fait pour les deux parties de la situation dans laquelle ils se trouvent. On parle de créer, de cultiver cette complicité entre les ados et les parents. Est-ce que la confiance, ça reste la clé de cette construction-là? Régis, je pense que cette question, elle est d'autant plus sensible que je pense que je ne vais pas pouvoir réinventer la roue à ce que Santa dit tout à l'heure.
la communication, parce que si vous ne communiquez pas, il n'y aura pas de confiance. Comment avoir confiance en une personne qui ne parle pas avec moi? Et cette confiance-là se crée aussi dans l'estime, dans la considération de l'autre, en fait. Ce n'est pas parce que nous sommes parents que nous ne pouvons pas considérer l'enfant. Et lorsqu'on parle de considérer l'enfant, c'est dans ce qu'il aime faire, c'est dans son quotidien, c'est dans ses habitudes, c'est dans ce qu'il aime, voilà. Ouais, c'est cette capacité à aller dans son monde. Exactement. Les parents et les enfants, nous avons des mondes différents, c'est pratiquement un conflit générationnel. Nous ne faisons pas les mêmes choses, nous n'aimons pas les mêmes choses, nous n'allons pas dans les mêmes directions. Donc ça veut dire que si on doit toujours avoir une éducation traditionnelle, si on doit toujours avoir une éducation verticale, c'est-à-dire, voilà, le père a dit que c'est comme ça que ça se fait, peu importe, même si les enfants ont d'autres passions, ce n'est pas possible, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc je pense, il faut communiquer. Et la confiance est très importante dans la communication parce que si on veut communiquer avec l'autre, on communique avec les gens qui nous comprennent. Et Santa, est-ce que ce désir de complicité a toujours existé chez nos parents? C'est beaucoup de délicatesse, il faut l'avouer. Cette question, c'est beaucoup de délicatesse. Parce que je ne pourrais pas dire que ce désir de communication n'a pas existé, en fait. Sinon, nous ne remarquions pas à l'enfance cet effort-là que quelquefois les parents faisaient. Mais je pense que c'est la vision que chacun a, en fait, de cette période-là. Parce qu'il y a d'aucuns se disent que je communique avec mon enfant en faisant quoi? En étant là pour lui, en pourvoyant en fait à ses besoins alimentaires, en pourvoyant à son éducation, c'est-à-dire lui dire voici quelque part les valeurs qu'il faut que tu ailles, voici l'école où je te paie l'école chaque mois et tout ce qui va avec. Mais quelque part aussi, la vision ne se limite pas à là. C'est pas juste ça. Donc, du coup, là, on a de l'autre côté l'enfant qui devient adolescent, qui grandit et qui a peut-être de nouveaux besoins, qui a peut-être de nouveaux sentiments, qui a peut-être en fait cette sensation-là de vouloir extérioriser plus de choses et qui réalise qu'en fait, entre guillemets, la vie ne se limite pas juste à « je vais à l'école ». Les parents me donnent à manger. J'ai peut-être envie de leur parler de ce que moi je vois. J'ai peut-être envie de leur questionner sur ce que je constate quand je suis hors du cadre familial. Donc, est-ce qu'il faut réellement dire qu'il n'y a pas ce désir? Je ne pense pas. Je dirais plutôt que la compréhension même de ce désir-là des deux parties est assez différente. Mais on parle aussi, pour aller dans le même sens que Santa, évidemment le désir il est là, mais beaucoup de jeunes sont un petit peu réticents à l'idée d'aller vers les parents pour créer cette complicité, parce que beaucoup pensent qu'en fait ce désir-là de créer cette complicité est un petit peu voilé, parce que quand on est complice avec ses parents, on va dans la confidence, on confie des secrets, on confie plein de choses, et l'adolescent qui n'a pas envie d'être évidemment peut-être reprimandé par ses parents, il va être réticent à l'idée de créer cette complicité, Nathan. Voici quelque chose qui rejoint ce que Willy disait, le fait de la confiance. Il faut comprendre déjà que cette rupture vient de quelque part. On devient ado, il y a des choses qu'on ne comprenait pas, qu'on comprend mieux. Donc même l'idéal qu'on avait de nos parents diminue. Et ça, c'est un facteur fondamental. Au-delà de la crise d'adolescence et de la crise de puberté, il faut voir que nous devenons une personne qui comprend pas mieux les choses, mais qui voit les choses différemment. Et Santa a pu le dire, nous allons au-delà de nos besoins de subsistance, au-delà du riz que je mange, au-delà de l'école où je vais, j'ai besoin de fréquenter peut-être de nouvelles personnes. Je me découvre un potentiel, je me découvre des qualités et des atouts. Est-ce que ma famille m'apprécie pour ces atouts que j'ai? Est-ce que ma famille m'accompagne dans les nouveaux choix que j'ai? Ça peut être du sport, ça peut être de la musique, ça peut être une nouvelle passion qui naît en moi. Est-ce que je vois le regard de ma famille, de mes parents pour dire tu peux réussir dans cette voie, tu peux essayer quelque chose qui va produire quelque chose de bon. Il y a tous ces facteurs-là, je pense, qui jouent et ça crée en nous comme un sentiment de désillusion. Ouf! Je me retrouve seul, je dois chercher les personnes autour de moi qui ont la même vision de la vie que moi. Est-ce que, Wilanov, c'est quelque part aussi, tout à l'heure dans ton intervention, tu parlais de tradition. Est-ce que cette tradition-là aussi ne nous empêche pas un petit peu d'aller vers nos parents ou bien nos parents de venir vers nous? Parce qu'on a toujours cette distanciation physique qui existe. Papa, il reste papa. Écoutez, le problème, il demeure. Et cette éducation traditionnelle, comme je l'ai dit au début, demeure aussi. Aujourd'hui, chacun de nous
en tout cas africains, nous avons cette éducation-là, de voir, lorsque vous voyez votre père, lorsque vous voyez votre mère, vous idéalisez complètement. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit de ne pas respecter ses parents, non. On n'a pas dit de ne pas honorer son père et sa mère, d'ailleurs c'est ce que les Saintes Écritures nous indiquent. Mais on a dit au moins de créer cette cotation-là, de faire en sorte qu'il y ait ce lien. C'est le lien qu'on veut. C'est pas, parce que, après je ne vais pas prendre des cas personnels, mais il y a beaucoup d'entre nous qui avaient ou qui ont des parents très méchants. Et lorsque je dis très méchants, je vais quitter même au stade de strict, je dirais méchant. Méchant au niveau où quand tu vois ta mère, tu trembles. Mais pourquoi tu trembles? Ce n'est pas le diable. Ta mère et ton père ne sont pas le diable. Et quand tu trembles, lorsque tu vois ton père ou ta mère, mais tu vas communiquer comment avec la personne pour qui tu trembles? Ce n'est pas possible, c'est une rupture totale. Parce que tu vas te dire, si je fais telle confidence à mon père, mais il va me tuer. Donc évidemment, c'est Santa, la responsabilité, elle incombe à nos parents. Ce sont eux, évidemment, de briser la glace. Ce sont eux qui doivent briser la glace. Là, ce que Willy Hanov a pu dire, on tombe pleinement dans ce que l'on dirait le culte du parent africain, ou quelque part le stéréotype qui demeure, et qui, au fur et à mesure, se confirme parce que l'on se rend compte que l'on n'est pas seul. Davantage quand on se balade un peu sur Internet, beaucoup de témoignages dans ce sens en ressortent, beaucoup d'expériences, de vécus vont dans ce sens et en ressortent. Alors du coup, est-ce que la responsabilité incombe pleinement aux parents dans le type de cas que Willy Hanov nous a présenté? Oui, parce que si on se retrouve au niveau où l'enfant, l'adolescent maintenant se dit que je ne peux pas me permettre de dire telle chose à mon père, je ne peux pas me permettre de dire telle chose à ma mère, ce qui veut dire qu'il y a quelque part un problème. Parce que le cadre familial est censé être le premier lieu où l'adolescent, avant enfant, est censé se sentir en confiance. Si peut-être il n'y a plus ce 100%-là, dû certainement à cause de cette déstabilisation de la période dans laquelle il se trouve, il doit être au moins en mesure de se dire que s'il y a ci, s'il y a ça, je dois être en mesure, si ce n'est mon père que je puisse pouvoir voir, ce sera ma mère. Et donc quand on se retrouve dans une situation où on ne peut se retourner instinctivement en fait vers chacun d'entre eux, donc oui, c'est à se demander qu'est-ce qui se passe en fait. Et Nathan, et c'est justement aussi, pour revenir et rester, on va s'accrocher sur l'argumentaire de Willy Hanov. Il a parlé de tradition, et la tradition aussi, c'est cette capacité, bien cette difficulté à lever le tabou dans la famille, par exemple. Il faut le dire, la culture ou la tradition africaine n'est pas mauvaise, d'accord? Il faut déjà briser cette mentalité-là, se dire que nos traditions sont mauvaises, surtout pour nous qui avons fréquenté la religion, on se dit nos traditions sont mauvaises. Moi, je pense que le respect qu'on a pour nos parents n'est pas mauvais. Et même le regard qu'on a, l'idéal qu'on a pour eux n'est pas mauvais. Mais est-ce que dans la relation parents-enfants, et surtout après cette période ou pendant cette période adolescente, la culture nous aide encore? Parce qu'à ce moment, il y a une rupture complète. Lorsque je n'arrive pas à aller vers mon père, à échanger avec mon père pour des sujets personnels, et il faut aussi comprendre que les garçons sont liés à la mère. Et les filles sont liées au père. Généralement, c'est ce croisement-là. Il faudrait aussi savoir ça déjà. Est-ce que c'est le cas pour vous? Vous êtes beaucoup plus complice avec maman qu'avec papa, par exemple? Moi, je suis un peu dans les deux. D'accord. Il y a des domaines où je suis plus lié avec mon père qu'avec ma mère. Pour parler des filles, par exemple, je peux parler plus facilement avec ma mère qu'avec mon père. C'est paradoxal. Mais donc, par exemple, il faut se dire que mon père, c'est mon père. Mais si j'ai des défaillances, si je me rends compte que quelque chose ne va pas, je ne vais pas attendre de devenir comme le fils prodigue, avoir tout perdu lorsque la rue m'aura refoulé et revenir maintenant vers mon père n'ayant plus rien, étant détruit complètement de l'intérieur. D'accord? Il ne faudrait pas qu'on arrive à cet extrême-là. Et c'est peut-être ce qu'on voit aujourd'hui au travers du cliché de la société africaine. Oui, Santa. Oui, je pense que de ce qui ressort en fait de ce que Nathan a pu dire, il se poserait là en fait la question, en rapport bien sûr avec la question que Régis a pu poser, il se poserait là la question pour les parents, intérieurement certainement de se demander, est-ce que si je m'engage dans cette relation-là avec mon adolescent, avec mon adolescent, est-ce que je ne perdrai pas en fait de lui ce regard-là? Le regard de la mère, voilà, l'autorité parentale. De l'autorité parentale. Je pense que c'est cette autorité-là, certainement, que les parents ont peur de perdre. Mais je pense que les deux sont capables d'être faits.
Tout va juste dans la mesure où on bâtit en fait l'image du père, l'image de la mère avec l'enfant, tout en laissant en fait cette porte-là ouverte, en faisant comprendre à l'enfant que quand il y a des soucis, quand il y a de ceci, en fait, nous sommes les premières personnes, nous sommes là, nous sommes prêts à t'écouter. Donc ça revient aussi en rapport avec le culte du parent, comme on a pu le dire, aux parents de quelquefois prendre sur soi en fait et d'aller vers voilà, nous, hein, d'aller vers nous, ou nos d'écouter petites sœurs. quelquefois les petites phrases qu'en fait que l'adolescent dit en retenant quelquefois un peu le cœur et ensuite de trouver la meilleure manière de le dire. C'est vraiment une conversation qui demande beaucoup d'efforts. En parlant de conversation, oui, vous voulez revenir sur un point? Oui, par rapport à ce qu'elle a dit, c'est très important parce que aujourd'hui, il faut souligner que les parents sont dans une dynamique de conservation de pouvoir parental. Et lorsque, c'est pas dans le mauvais sens que je le dis pourquoi? Parce que le parent a peur de perdre ce respect-là. Le parent a peur de perdre cette considération-là parce qu'il voit un peu ce qui se passe dans la rue et en même temps, les parents se disent bon, tous les enfants risquent d'être pareils si tous les enfants se confrontent en même temps à la rue. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que si on continue comme ça, on va toujours se perdre et on va toujours se faire du mal. J'étais en train de dire à une amie la dernière fois, elle a un enfant, elle tapait sur son enfant et tout. J'ai dit, mais tu peux pas taper sur l'enfant comme ça et tout. En fait, après, elle me disait, non, toi, tu es toujours doux avec les enfants. Non, l'enfant, quand il comprend pas, il faut taper. J'ai dit, non, tu es dans la nouvelle génération. Tu as pratiquement 25 ans aujourd'hui. Ton enfant, il a 2 ans. Mais si tu continues avec, il faut taper l'enfant pour qu'il comprenne, mais je pense que toi, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris parce que après, c'est ce qu'on nous a appris, qu'il faudra taper sur l'enfant pour qu'il comprenne lorsqu'il va à l'école. Voilà, ça c'est avant. Mais ça c'est avant. Pourquoi? Parce que... Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le côté pacifique, c'est le dialogue, c'est la communication. Le dialogue. Et le problème aussi, parce qu'après quand je lui ai dit ça, elle m'a dit non, voilà, c'est ce qui fait en sorte que les enfants soient têtus. Et je lui ai dit, je savais que tu allais me dire ça. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il y a un problème de communication. Au contraire. Mais si tu ne sais pas prendre ton enfant, les enfants, à 3 ans, l'enfant parle avec toi. Il n'articule pas. Il parle avec toi, son esprit en éveil. Il parle avec toi. Et Amadou Ampateba avait pour habitude de dire, lorsqu'il faisait une analyse sur le cycle de la jeunesse, il disait entre 0 et 7 ans, il y a une période que l'enfant ne connaît rien. C'est à toi de dire à l'enfant, fais ceci, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Lorsqu'il quitte 7 ans jusqu'à 14 ans, il commence à dire, maman, je vais aller seul à l'école, maman, je vais ceci, maman, voilà. Voilà, il commence à découvrir. Lorsqu'il va de 14 à 21 ans, il commence à dire, maman, ça, c'est pas bon. Tu m'as toujours dit de faire ça, mais moi, je te dis, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Évidemment, on a cette facilité dans le choix. Parce qu'on est en train de grandir, notre esprit est en train de se développer, et tellement notre esprit se développe tellement vite, mais on n'est pas en reste de l'évolution technologique. Les enfants manipulent. 6 ans, tu manipules le téléphone. Mais comment est-ce que tu vas maintenir la même éducation des Mais Santa, justement, par rapport à ça, parce que c'est très intéressant ce qu'il dit, l'avènement de nouvelles technologies, est-ce que quelque part, ça aussi, ça a changé le modèle familial? Ça a quelque part changé le modèle familial. Je me positionnerai à ce moment-là au niveau de l'adolescent en soi. Ça a changé le modèle familial au niveau de l'adolescent par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce à quoi est-ce qu'il est connecté, par rapport à ce qu'il constate, ce qu'il vient à lui. Vous voyez, comme il a su le dire, on a très vite accès aujourd'hui aux tablettes et tout autre donc à Internet. On a la majorité des adolescents aujourd'hui qui sont déjà sur les réseaux sociaux. On parle de génération 2.0. Voilà, génération 2.0. Et plus facilement, ceux-ci aussi ont déjà accès à beaucoup d'autres choses. Ils voient tellement de choses qui se passent que les parents en soi ne peuvent pas réellement contrôler. Comme il l'a dit, l'éducation est différente aujourd'hui. Certainement avant, ou quand nous étions aussi beaucoup plus jeunes que ça se pouvait se limiter généralement qu'à la télé. Voilà. Et l'accès en fait à la vidéo, à la demande et tout. Mais aujourd'hui, on a ces choses directement au téléphone. C'est-à-dire que même les interdits ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que même ce à quoi est-ce que nous sommes confrontés devant nos parents ou pas ne sont pas les mêmes. Donc, l'adolescent voit en fait beaucoup d'autres choses, même à travers les séries qu'il regarde. Il voit d'autres qui parlent, qui font ci, qui font ça. Et peut-être qu'il se positionne quelque part dans une sorte de comparaison et en se disant, mais pourquoi est-ce que moi je ne peux pas le faire?
Et comme on le dit, hein, comparaison n'est pas raison, évidemment. Nathan, Santa a parlé de complicité, elle a parlé de changement de modèle familial. C'est qu'aujourd'hui également, lorsque ce modèle change, ça sous-entend qu'on crée la distance. Lorsque l'enfant est beaucoup plus sur la tablette au lieu de sur un jeu ludique qui rassemble, un jeu de société comme je sais pas, le Scrabble ou autre jeu qui rassemble, c'est justement là ce que ça crée la distance entre le parent et l'enfant et l'adolescent. Et donc on n'est plus dans cette démarche de création de complicité. Voilà, c'est un problème de fond, d'accord. Moi, quand je vois un peu la prolifération d'Internet et de tout ce qui est nouvelles technologies de communication et d'information, je vois la distanciation sociale depuis. C'est-à-dire que ce que le corona nous a amené était déjà là. Nous étions déjà séparés, nous étions déjà distants. Vous allez voir que si vous vous regroupez avec des amis, vous pouvez faire 30 minutes sans que personne ne s'occupe de personne. Ça, c'est seulement avec les amis. Dans les foyers, dans la maison, c'est encore pire. Soit le père est au travail, à l'heure qu'il rentre, il est fatigué, il rentre dans sa chambre pour certains parents. D'autres, chacun est dans son téléphone. Chacun est dans sa tablette. On a parlé de génération 2.0, mais c'est la génération tête baissée aussi. Voilà, c'est vraiment universel. C'est tout le monde. Et à ce moment, l'enfant est seul face à un monde qu'il ne peut pas contrôler. Parce qu'il faut l'avouer, tout ce qu'on voit sur Internet n'est pas bon. Mais lorsqu'on a vu, notre esprit est enclin à copier, sans chercher même à comprendre. Et du coup, il faut quelqu'un qui soit comme un modérateur, qui soit comme un facilitateur pour nous faire comprendre qu'il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a ce qui peut nous aider et ce qui peut nous détruire. À ce moment, est-ce que le parent va aussi vers? Parce qu'il y a aussi des parents qui n'ont aucune connaissance des nouvelles technologies d'information et de communication. Du coup, ils sont largués. Donc, on se retrouve avec des générations, avec des opinions amplement opposées. Ce qui fait que la rupture est vraiment plus grande qu'auparavant. Oui, Milanov. Et je pense que par rapport à ça, c'est là où je voudrais donc mettre un chapeau à l'éducation traditionnelle. Et c'est là où justement il y a cette éducation est importante parce qu'il faudra signaler que l'éducation moderne aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, éloigne de plus en plus les enfants de leurs parents. Pourquoi? Parce que, en même temps, parce que ces nouvelles technologies nous éduquent. Et quand ça nous éduque, ça nous fait à un moment donné douter de certaines valeurs anciennes. Alors que l'éducation traditionnelle a mis en place des valeurs, parce que c'est aussi le bon côté des choses. L'éducation traditionnelle a mis en place des valeurs de respect. Il faut respecter son aîné, il ne faut pas regarder le grand dans les yeux, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, c'est toute une catastrophe. C'est toute une catastrophe. Ton grand frère parle, tu parles. Oui, ça c'est parce que, comme Santa l'a dit, on se laisse influencer par les séries qu'on regarde. Exactement. Oui. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est là où on dit, mais cette éducation traditionnelle, pourquoi ne reviendrait-elle pas? Et c'est là le véritable problème. Parce que lorsque vous vous rendez compte qu'un enfant de 14 ans a l'iPhone, je ne sais pas, 1000, et qu'il sait le manipuler, comment il a su? On ne sait pas, parce que j'ai mon petit frère, il a à peu près 8 ans, c'est lui qui m'apprend à manipuler certains trucs, parce que moi, il y a des trucs, ça ne m'intéresse pas trop. iPhone, je n'utilise pas, parce que j'ai un Samsung, mais il me montre comment ça se passe, comment on envoie des photos avec iPhone, il me montre comment on prend des... Je dis, mais c'est grave ça. Et la difficulté avec ça, c'est comment les gérer maintenant. Comment les gérer? Parce que j'ai pas dit que je vais pas avoir la prétention d'avoir reçu la bonne éducation ni d'avoir été à l'ancienne école, mais de dire au moins que j'ai bénéficié de cette éducation traditionnelle là. Voilà. Il y a une certaine différence. Pourquoi? Parce que l'éducation ancienne nous donne des valeurs. C'est surtout des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme je disais, le respect des aînés. Comment se comporter lorsque des grands sont réunis, pourquoi ne pas se comporter comme ça, ainsi de suite. Et aujourd'hui, tout est perdu avec ces jeunes. Comment contrôler ces jeunes, Santa? Une piste de solution, c'est peut-être aussi quelque part de créer un programme pour sortir un peu de cette zone de confort, c'est-à-dire de temps en temps aller de séances cinéma, des petits jeux de société ou autres. Effectivement, en fait, ceci est important. Mais pour répondre à cela, il faudrait d'entrée de jeu, en fait, je voudrais répondre à la question de Willy Hanoff, qui me conduira vite fait à celle que Régis a pu dire. Du coup, comment, en fait, comme tu as dit, comment pallier, en fait, à cela? Et moi, je pense que c'est ici que se trouve, en principe, le rôle du parent aujourd'hui, quelque part auquel il ne répond pas.
Pourquoi? Parce qu'il devrait être justement, comme Nathan a su le demander, il devait être justement ce facilitateur-là entre l'adolescent qui se découvre, l'adolescent qui sort de tout ce que le cadre familial a pu l'inculquer et qui est en train de découvrir d'autres réalités en fait sur les réseaux. Le parent devrait être ce facilitateur-là, ce modérateur-là, qui voit à la fois l'adolescent se réaliser petit à petit, voir ou découvrir ce qu'il y a de l'autre côté, mais tout en étant là pour lui rappeler, vois-tu ce que tu vois là, ça, ça, ça. Voilà ce que ça implique, voilà ce que cela requiert. Et donc, on comprend donc, il y a donc une importance là de prioriser la communication, parce qu'ils n'y arriveront pas avec la mauvaise communication, par exemple, qui est celle de crier ou comment. Donc, ça implique implicitement pour les parents d'être présents et d'aller dans la communication. Et donc, me conduisant à ce que Régis demandait tout à l'heure, comment en fait rentrer dans cette sorte que je n'appellerais pas de contrôle, mais dans cette relation-là en fait avec l'adolescent, William Hanov a su le dire au début, c'est d'entrer en fait, avoir ces instants ou ces moments de qualité-là, où on entre dans le monde de l'adolescent pour le faire comprendre que je fais un pas vers toi. Je ressens quelque part peut-être ce vide que tu as ou toutes ces questions que tu as à poser, que tu n'exprimes pas. Alors je fais un pas vers toi pour comprendre ce qui se passe. Donc cela peut se passer avec les sorties de cinéma. Oui, une petite séance cinéma voilà. en famille, des jeux de société en famille également. Effectivement. Oui, Nathan Voilà, William va se lever quelque chose de beau et de fort. Rappeler les valeurs que nous propose notre éducation traditionnelle, mais aussi rappeler que nous avons une certaine culture d'amour et de communication aussi en Afrique. Avant, moi j'aime cette culture qu'il y a encore ici, de manger ensemble, dans le même plat. C'est quelque chose c'est un message fort qui va très loin. Manger dans le même plat, ça nous unit sans qu'on se rende compte. Vous allez voir qu'il faut le constater, par exemple, la déchirure sociale en Afrique de l'Ouest est moins forte qu'en Afrique centrale, par exemple. À cause de ces petits détails. Il y a des petits détails. Il y a ce qu'on faisait à l'époque, les feux de camp. Les feux on est autour du feu, on se retrouvait le vendredi soir, le vendredi soir, surtout le week-end, autour du feu. Ce sont de beaux moments où les parents échangent leurs expériences, même les mauvaises, avec nous, et ça nous fait comprendre qu'ils n'étaient pas forcément parfaits, mais ils sont arrivés quelque part. Donc nous aussi, avec les erreurs que nous avons, nous pouvons aller quelque part. Et je termine en disant que les parents doivent se considérer comme des managers. Pour nous, les managers, il y a ce qu'on appelle le management des talents. Nos enfants sont des talents qui sont là. Et les parents, évidemment, doivent être des managers. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Merci à William Hanov d'avoir participé à ce numéro de Génération News. Nathan, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. Santa, c'était un réel plaisir, évidemment. Merci pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine sur Média TV Afrique pour un autre numéro de votre émission Génération News. D'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.